Merci beaucoup Anne. Alors évidemment, comme il est d'usage, il va me falloir déjà un petit peu de temps pour remercier tous les participants à cette réunion d'aujourd'hui, à la fois nos élus. C'est très important pour nous au PUCA que les élus puissent participer à ces débats avec le monde de la recherche. Et donc à nouveau aujourd'hui, ça peut être le cas. Évidemment, les professionnels, les techniciens, nos chercheurs, Anne... J'allais dire Véronique, mais c'est pas Véronique, si c'est Véronique. Anne, Véronique et Martine Verne PUCA qui ont monté cette journée. Je sais avec quel soin et avec quelle impatience, puisqu'il a été assez compliqué à mettre en place ce rendez-vous, notamment pour des raisons d'agenda évidemment politique des uns et des autres. En tout cas, c'était à la fois très riche et très comment dire, concret. Ce que je trouve toujours important d'ailleurs dans nos rencontres, c'est qu'on arrive à mêler des expériences, des retours d'expérience, voilà, des présentations très concrètes de projets avec des éléments plus théoriques et de recherche et d'évaluation. Et sur ce sujet de l'habitat participatif, comme l'a redit Martine tout à l'heure, on a au plan urbanisme, construction, architecture, une petite histoire derrière nous de travaux, de recherche et d'évaluation, de recherche-développement et d'expérimentation qui donc nourrissent aussi un petit peu cette réflexion et les travaux des chercheurs qui s'intéressent à ce sujet. Ce que je voulais dire d'abord pour le PUCA, et ça rebondit sur ce que vient de dire Véronique, c'est que nous, on n'est pas là pour défendre particulièrement le modèle de l'habitat participatif. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt de comprendre comment il s'inscrit ou pas dans un marché plus global et un système à la fois financier, technique, professionnel de la production de logements. Et qu'effectivement, on puisse regarder en quoi la participation des habitants a un effet de levier ou est un facteur particulier déclenchant et de quoi dans ces opérations. Je voudrais quand même remettre un petit peu les choses à leur place en prenant du directeur adjoint de l'urbanisme et de l'habitat. On parle aujourd'hui, si mes chiffres sont bons, d'un total d'environ 7000 logements, dont 4000 seraient habités. C'est donc une petite niche que cet habitat participatif, c'est pas quelque chose forcément de très significatif dans le parc de logements en France. Ça peut l'être beaucoup plus dans d'autres pays, notamment en Europe, et c'est d'ailleurs une des questions qu'on pourrait se poser en termes d'élargissement de la recherche. Et pour autant, entre autres parce que le PUCA s'intéresse aux choses singulières et on l'appelle parfois le hors-champ de la production classique, c'est important d'aller regarder ce que ça recèle, et donc c'est important de pouvoir conduire ces travaux. Et par ailleurs, ce dispositif a été porté, comme vous l'avez dit plusieurs fois, par des ministre, notamment une du gouvernement précédent, parce qu'elle était elle-même finalement dans ce mouvement que j'ai appelé niche de manière peut-être un peu péjorative, mais qui est un mouvement militant finalement, d'habitat militant, dont d'autres élus d'ailleurs peuvent être également les porte-parole. L'idée n'est pas évidemment des critiques, mais de décentrer un peu le regard. Quand on regarde globalement la production de logement, ça représente quelque chose qui est relativement mineur, et pourtant, et on l'a vu encore aujourd'hui, ça intéresse. Alors pourquoi ça intéresse ? Je fais mon interprétation, je ne suis pas moi-même chercheur, je n'ai pas 10 ans de travaux derrière moi, mais j'ai un peu entendu ce qui s'est dit aujourd'hui. Je pense que ça intéresse pour plusieurs raisons, à la fois les porteurs de projets d'habitat participatif pour des raisons économiques. Enfin, les gens, voilà, ils font des choix aussi pour ces raisons-là. Et du coup, du côté des promoteurs ou d'un monde plus large, élargi de la production de logements, pour des raisons de modèle économique, c'est-à-dire les choix économiques qui sont faits par des habitants qui se mettent en coopérative ou qui font de l'autopromotion, on l'a dit d'ailleurs dans les exemples montrés, ils sont des choix de limiter les coûts de gestion, de limiter un certain nombre de services obligatoires ou de charges obligatoires, et de réinvestir ces coûts plutôt dans la qualité du logement. Et c'est aussi d'ailleurs ce qui nous avait interpellés au PUCA depuis quelques années, c'est que ça produit quand même des opérations de qualité, souvent avec une recherche architecturale et environnementale spécifique, et donc ça interroge évidemment un organisme comme le nôtre, et positivement. Mais c'est quand même un choix économique sans doute qui prévaut à ces projets, encore une fois très militants et très, on l'a vu, un consommateur de temps, d'énergie et de bonne volonté. Et donc ça soulève une autre question de recherche. Pour moi, j'ai parlé un peu de l'international, mais une autre question, à mon avis, qui n'est peut-être pas encore... enfin, je ne sais pas si elle a été creusée, mais en tout cas, elle n'a pas été évoquée aujourd'hui, qui est les caractéristiques sociologiques des habitants en habitat participatif. Pour moi, et ça se repère un peu dans les cartes qu'on a vues, c'est des quartiers spécifiques qui se retrouvent mobilisés pour ce type d'opération. Enfin, on a parlé de Montreuil, on voit bien quels sont les quartiers à Strasbourg. Donc c'est une première couronne. Enfin, voilà, oui, exactement. En tout cas, ceux qui aujourd'hui ont fait leur preuve en matière de fonctionnement, ce sont des quartiers, je dirais bobos, bon, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, mais en tout cas de personnes qui n'accèdent plus à un logement
de centre-ville pour des raisons de coût de l'immobilier, ou qui souhaitent plus de surface, ou qui souhaitent une autre forme de quartier ou de qualité de vie. Mais bon, voilà, la question a été un peu soulevée avec les grands projets de ville et la relation à la rénovation urbaine. Ça serait, à mon avis, intéressant d'essayer de creuser un peu sur des opérations qui maintenant peuvent avoir jusqu'à 10 ans. Est-ce que cette population est toujours la même? Est-ce que ça a percolé un peu là? Et comment? Et avec quelle évaluation? Et donc, du coup, je renvoie à la question un peu soulevée ce matin par... je ne vais pas retrouver tous les noms, mais je vais y arriver. Stéphane Gruet, pardon. D'une France qui n'aimerait pas les communautés, qui donc serait un peu frileuse vis-à-vis de ces systèmes d'habitat participatif, en tout cas pour le généraliser dans des dispositifs un peu nationaux, administrés, on va dire. Mais effectivement, il y a sans doute aussi, et ça serait intéressant là aussi de l'évaluer un peu mieux, des effets de communauté dans ces opérations d'habitat participatif, pour de bonnes et de mauvaises raisons, entre guillemets, ou avec des bons et des mauvais effets, ou des effets pervers. Donc ça m'intéresserait assez de le regarder. Et puis, alors je voudrais revenir du coup sur un peu le décentrage du regard quand on vient d'ailleurs que de l'habitat participatif, quand on est un promoteur, quand on est même maintenant une start-up qui travaille sur le logement choisi et la baisse des coûts de commercialisation dont on parlait tout à l'heure. Pourquoi on s'intéresse à l'habitat participatif? À mon avis, parce que justement, il a moins de coûts d'exploitation. Et donc, d'une certaine manière, ce choix économique qui est fait à l'origine par le militant habitant participatif, il devient un modèle économique à bas coût, avec du service gratuit pour le promoteur éventuel, ou en tout cas, je dirais, le professionnel de l'immobilier qui s'intéresse à la question. Donc, il faudrait aussi s'interroger sur la raison pour laquelle ces modèles, aujourd'hui, commencent à percoler. Ça a été un peu dit hein, dans la salle, mais je pense que c'est voilà, une autre question qui n'est pas inintéressante. À la fois, ne soyons pas naïfs et essayons d'en faire plutôt un levier positif qu'un levier donc de maîtrise de coûts, qui n'est pas forcément toujours un levier positif en termes de qualité d'habitat. Et puis, je pense que évidemment, l'autre élément qui suscite l'intérêt du monde professionnel de l'immobilier, c'est cette envie de répondre à l'attente sociale de participation. Ça a été dit beaucoup, c'est évidemment une des caractéristiques de ce mode de projet de l'habitat participatif. Et là encore, on voit fleurir un certain nombre de dispositifs du type logement choisi ou présélection des acquéreurs de lots dans la promotion immobilière. Je le redis, mais souvent aussi pour maîtriser les coûts in fine de commercialisation, mais qui se rapproche de cette volonté d'essayer de faire en sorte que le futur habitant ou propriétaire ait l'impression d'avoir participé à la construction, à la réalisation de son logement, et sans doute se l'approprie mieux, et peut-être moins de difficultés avec ses voisins, etc., comme ça a été dit tout à l'heure. Donc il y a des effets, là encore, d'économie finalement dans l'exploitation qui peuvent être identifiés et ressortir des réussites, en tout cas de l'habitat participatif. Dernière chose peut-être par rapport à ce que ça permet et pourquoi ça peut susciter l'intérêt. On a parlé beaucoup du côté un peu créatif et innovant de ces opérations. Et là aussi, ça rejoint un certain nombre de demandes récurrentes des mondes de la construction, de supprimer des normes, de simplifier, de rendre plus agile. Et là aussi, je dis prudence, plus agile. Et si c'est pour mettre une pièce en commun plutôt qu'une pièce en plus dans l'appartement, voilà, il faut être assez prudent. Les normes, elles sont parfois rigides, parfois très contraignantes. On parlait de surface de chambre, etc. Et parfois, elles protègent quand même aussi les habitants. Et donc, ne pas être naïf non plus sur cette question d'agilité. Et finalement, de se dire, ça a peut-être des raisons de rester une niche, entre guillemets, même si elle s'étend un peu, évidemment, en surface, dans le nombre de logements qui seraient conçus sur ce modèle. Mais il ne faudrait pas non plus qu'on se retrouve avec des gens, et ça vient d'être dit, pour les personnes très fragiles, je pense que c'est intéressant, avec des modèles qui soient au rabais pour des gens qui n'ont pas, c'est pas une question de capacité intellectuelle, mais n'ont pas les moyens de se saisir du pouvoir qu'on prétend leur donner. Voilà. Dernier élément, je ne sais plus ce que c'était, je voulais vous dire, enfin en tout cas, vous dire que le plan urbain de construction architecture continue de regarder ce sujet avec grand intérêt, que ce serait justement
une des questions que de regarder sous quel angle ces modèles-là sont généralisables ou élargissables à un monde plus large, mais pas forcément parce qu'ils sont de l'habitat participatif, plutôt en prenant isolément des éléments de cette évaluation. Et donc on est très demandeur de poursuivre cet exercice d'évaluation avec tout ce qui pourra être fourni par l'ensemble des parties prenantes aujourd'hui présentes sur des opérations réalisées, des projets, etc. Et ça rejoint d'ailleurs un certain nombre d'autres programmes sur lesquels on est aujourd'hui très fortement mobilisés, notamment alors tout ce qui va tourner autour de la numérisation de la construction BIM, etc., puisqu'on cherche à justement expérimenter des opérations, enfin à suivre en recherche et expérimentation des opérations d'habitat participatif pour voir si le BIM apporte une dimension supplémentaire à la capacité d'agilité de ce type d'habitat. Le PUCA est également mandaté pour travailler sur la requalification, revitalisation des centres-villes dans le cadre d'Action Cœur de Ville avec le programme Réinventons nos cœurs de ville. Je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais le sujet étant de mettre sur le marché des bâtiments ou des emprises foncières en cœur de ville qui sont aujourd'hui vides ou très, très abîmés et sur lesquels on n'est pas tout à fait sûr, comme à Paris ou dans la métropole du Grand Paris, de trouver des investisseurs immédiatement. Donc on est là-dessus très intéressé à ce que des opérations plutôt de type collectif d'habitants, collectif d'usagers, collectif commerçants viennent investir ces bâtiments avec justement cette petite fibre sociale, architecturale, patrimoniale qui est celle d'un certain nombre des coopératives d'habitants dont on a parlé aujourd'hui. Je pense notamment au monastère de Auch. Et puis, vous dire également que le PUCA est associé à une recherche qui est financée par l'USH sur le voisinage. Je crois que ça rejoint aussi ce que vous avez évoqué ce matin, qui est dirigé par Jean-Yves Vautier à Lyon, Louis Lumière, je crois, et qui, elle, va porter son attention sur un certain nombre de quartiers, pas seulement que de logement social, mais plus ou moins cossus de certaines métropoles, je crois que c'est Paris et Lyon, et plus ou moins éloignés du centre urbain, et par voie d'enquête, Quanticali, essayer de définir qu'est-ce qui est caractéristique du voisinage, et ça peut être aussi une idée que d'élargir ces enquêtes à des opérations d'habitat participatif. Et puis, last but not least, je voudrais quand même évoquer deux choses. Les travaux sur les copropriétés que nous avons lancés en parallèle, plutôt sur la question de comment améliorer la rénovation, accélérer la rénovation énergétique des copropriétés en essayant d'appuyer sur les dispositions juridiques du Code de la copropriété qui le permettrait. En fait, il n'y a pas énormément de levier, mais les travaux vont être bientôt restitués. Et donc ce lien entre habitat participatif et copropriété ou copropriéisation, je ne sais pas comment on dit, de l'habitat participatif est un point important. Et la question de la réhabilitation, je ne sais pas dans quelle mesure ça c'est un sujet pour des coopératives d'habitat participatif ou d'autoconstruction. Et c'est vrai que ça renvoie aussi à la question des cœurs de ville en déprise, mais il y a un vrai sujet d'investissement de ce type de groupements, de collectifs très motivés et très militants vers des opérations compliquées de réhabilitation dont on sait qu'elles sont indispensables puisque la ville ne sera durable que si on utilise déjà ce qu'elle a construit avant d'aller l'étaler plus loin. Voilà. Bon, j'espère ne pas avoir été trop longue à mon tour et en tout cas merci à tous pour votre participation. Je crois que le temps est largement écoulé. Bon, je vais juste... Quoi là ? Bon, enfin, moi, je vais juste vous dire que la fabrique urbaine et l'évolution de la façon dont on travaille pour faire évoluer la ville est évidemment un sujet extrêmement important et que ce sujet est effectivement un sujet de niche, mais que sans doute il révèle un certain nombre de choses entre le développement de services dans les professions de l'immobilier et la façon et la participation. C'est deux sujets qui sont quand même extrêmement forts et qu'on voit côté public, côté privé. Donc, moi, je suis intéressé de voir comment les attributions dans les logements sociaux se feront quand on aura mis en place les cotations. Je pense que ça sera un sujet un petit peu intéressant. Je suis intéressé de voir, comme l'a dit Hélène, la façon dont vont vivre ces logements après les cessions et les mutations, parce que là, je pense qu'il y a un sujet, mais nos amis outre-Rhin connaissent ça déjà assez bien. Et sans doute, je ne sais pas s'il y a des choses en Outre-mer
Mais c'est peut-être parce que l'autoconstruction est un gros sujet. Alors c'est pas forcément de l'autoconstruction, mais je pense qu'il y a là un gros sujet. Je ne serai pas plus long que ça. Je vais quand même faire une annonce, puisque nous lançons avec la direction de l'urbanisme et des paysages un dispositif, et surtout avec vous, enfin les acteurs en tout cas du sujet de l'habitat participatif, notamment la coordination qui a changé de nom, mais qui s'appelle Habitat Participatif France, je crois. Voilà. Un groupe de travail qui cherche à répondre d'abord aux questions très spécifiques juridico-financières qui ont été soulevées par le mouvement, notamment celle de la garantie financière, les relations avec le logement social, etc. Et dont on propose en l'animant au PUCA qu'il soit ouvert également sur des sujets nouveaux, et notamment, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais l'évaluation des opérations d'habitat participatif au bout d'un certain temps. C'est-à-dire, on a une génération qui a 20-25 ans, mais on a aussi maintenant une génération qui a une petite dizaine d'années, notamment ici à Strasbourg ou à Nantes. La question étant de savoir si le modèle initial, avec encore une fois ce collectif en général assez soudé, peut perdurer ou pas. Donc ça, c'est un des points sur lesquels on souhaitera faire travailler le groupe. Et le deuxième est, mais il a été beaucoup évoqué aujourd'hui, la question de l'innovation et dans quel domaine ces démarches font percoler une forme d'innovation, qu'elle soit dans la créativité architecturale, dans le modèle de participation, les chartes de participation, etc., ou dans les procédures au sein des démarches d'accès au logement. Voilà, donc c'est un groupe de travail qui sera mis en place peut-être maintenant à la rentrée après l'été, je pense, qui réunit à la fois les directions de l'administration centrale concernées, les acteurs de l'habitat participatif représentés par le mouvement et un certain nombre d'experts qui en partie sont là aujourd'hui et qui pourront se confier sur leurs expériences. Voilà. Merci.